Bah, bonjour à tous, hein. Donc, on est ravis, de vous accueillir. C'est le 1er, webinaire de l'année, c'est ça? Voilà, Exactement. pour ce 1er, webinaire, 2025 de résilience. Donc une bonne année, à tout le monde et puis un grand merci pour ce 1er webinaire, au docteur Sacomano qui est, médecin vasculaire donc à Montsartou et qui est aussi et surtout le président de l'URPS, PACA et de la Exactement. CPTS Pays d'Azur. Dans le cadre des maladies rares, le lien entre la ville et l'hôpital est absolument fondamental. L'organisation aussi au niveau de la ville est quelque chose d'extrêmement important et on était en train d'en parler avant que ce webinaire ne démarre, mais dans le nouveau plan maladies rares qui est en train d'être finalisé, il y a vraiment, je le relisais l'autre jour, il y a vraiment des priorités, un accent majeur qui est mis donc sur le rôle enfin, des praticiens, des paramédicaux, de tous les acteurs de la ville pour la prise en charge de ces patients maladies rares. Donc, je suis vraiment ravie qu'on commence cette année sur ce thème-là. Et encore un grand merci au docteur Sacomano, auquel je laisse la parole. Merci beaucoup Véronique pour ces mots. Alors tout d'abord, moi aussi, hein, je vous adresse d'abord mes meilleurs voeux et puis vraiment ravi de commencer l'année avec cette présentation. Alors, je vais tout de suite partager l'écran pour qu'on essaye. Voilà, hop, avec la technique. Hop, voilà, ça devrait arriver. Parfait. Alors, hop, se mettre. Hop, je redécale. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'exercice coordonné. Alors le titre est un petit peu long, mais finalement, il représente vraiment l'intérêt de tout ce qui a été mis en place et effectivement de la plateforme Résilience. Au cours de ces présentations sur la plateforme Résilience, on a vu comment l'hôpital avait des services spécifiques pour mieux prendre en charge les patients donc sur ces thématiques. Moi aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le pendant de ce qui se fait en ville sur une structuration un petit peu de l'organisation finalement des soins et vous allez voir qu'il y a finalement une certaine continuité dans tout ça. Alors comment ça commence? Ça commence par la loi patient, hôpital, santé, territoire, la loi HPST. Cette loi a été promulguée en 2009 et on va le voir, elle a été suivie d'un certain nombre de décrets, de lois successives qui ont toujours pour but de modifier le système de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Alors à la fois avec des réformes qui vont toucher les hôpitaux, les établissements de santé, mais toujours avec cette arrière-pensée d'améliorer l'accès à des soins de qualité, parfois accéder directement aux soins également, de mettre en place de la prévention et de la santé publique et c'est surtout ça que je vais décrire aujourd'hui, l'organisation territoriale du système de santé. Alors vous le voyez, cette loi HPST a mis en place des ARS, des agences régionales de santé, qui regroupent finalement les différents services de l'État que nous avions précédemment, qui comportaient à la fois les DRAS, les unions régionales d'assurance maladie, les parties sanitaires de gestion très spécifiques et surtout les missions régionales de santé. Donc tout ça a été intégré aux ARS et finalement, vous voyez que dans la contrepartie de la mise en place de l'ARS, une structure, l'URPS, a été mise en place qui est l'interlocuteur et le partenaire représentant les médecins libéraux pour discuter avec toutes ces institutions. Alors que ce soit l'ARS, les collectivités territoriales, les municipalités, avec toujours cette arrière-pensée qu'il fallait mieux organiser la santé. Alors, les URPS, c'est quoi? Donc, comme le nom l'indique, c'est une union régionale de médecins libéraux. Vous en avez donc 17 dans chacune des régions et il y a une URPS pour chacune des professions qui sont régies par la Convention. Donc, il va y avoir une URPS des infirmiers, des kinés, des orthoptistes, des podologues.
donc une dizaine d'URPS. Elles ont des missions qui sont très spécifiques et vous voyez que là j'en ai rassemblé quelques-unes. Alors oui, l'URPS contribue à la mise en place du projet régional de santé, elle contribue aussi à analyser les besoins de santé en vue de cette organisation. Et vous le voyez, le troisième point, c'est vraiment le cœur là aujourd'hui de notre sujet, c'est qu'elle contribue à l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice. Par ailleurs, elle a d'autres actions sur lesquelles je vais passer un petit peu plus rapidement. Je pointe juste le numéro 6, qui est ce déploiement de l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagée. Vous imaginez bien hein, que si on veut avoir une coopération entre professionnels, eh bien, on est obligé d'avoir aussi un système de communication qui soit efficace. Alors, revenons à l'exercice coordonné. L'exercice coordonné, donc, je l'ai dit, ça a commencé par la loi HPST, ça s'est continué par les lois de janvier 2016 sur la modernisation du système de santé. Mais depuis, on continue à avoir des tas de mises à jour, donc celle de juillet 2019 qui prévoyait Ma Santé 2022. Et on est encore en train de développer, comme on le dit souvent, hein, on avance pas à pas. Mais plus on avance, plus on a une idée précise de ce qu'il faudrait faire. Donc l'idée, c'est que compte tenu de la démographie médicale, eh bien, on ait un cadre qui soit attractif pour les professionnels de santé, qu'on leur permette de mieux travailler ensemble, de mieux travailler en équipe pour répondre aux besoins et aux problématiques de santé. La démographie en étude, mais on a aussi ce système de compétences. Et là, on retombe aussi dans notre sujet qui est cette coopération ville-hôpital afin de trouver les meilleurs soins au meilleur endroit et bien sûr le plus rapidement possible. Donc, vous l'avez compris, hein, l'URPS, au vu de cette modification de loi, s'est largement engagé dans l'exercice coordonné. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que l'URPS PACA, notamment, a été une des premières URPS en France à s'impliquer aussi fortement dans l'exercice coordonné, à tel point que l'URPS a accompagné à peu près 80% des structures d'exercice coordonné, que ce soit des maisons de santé ou que ce soit des communautés professionnelles territoriales de santé, on va le voir, sur la région PACA. Alors, l'exercice coordonné, c'est quoi? Alors, l'exercice coordonné, vous en avez déjà entendu parler, bien évidemment, ça peut être des maisons de santé, ça peut être des CPTS. Je vais le redéfinir un petit peu et vous allez voir qu'on va différencier deux choses. La coordination qui se fait autour d'une patientèle, donc c'est la première bulle tout en haut, maison de santé, équipe de soins primaires, centre de santé. Donc la maison de santé, vous le savez, c'est le regroupement de professionnels à l'intérieur de certains murs qui vont partager finalement leur patientèle et la prise en charge de cette patientèle. L'équipe de soins primaires, ça s'est très peu développé parce que ça correspond à un contrat qui lie un médecin généraliste et un professionnel paramédical. C'est vraiment très limité, éventuellement c'est intéressant et dans certaines zones très reculées où il y a un médecin et un infirmier qui travaillent ensemble, mais les contraintes administratives sont vraiment trop lourdes pour avoir un déploiement pertinent. Les centres de santé qui sont même parfois portés par des mutuelles, en général les professionnels de santé qui y travaillent sont des salariés. Et puis à côté, il y a les fameuses communautés professionnelles territoriales qui sont vraiment le gros morceau de l'exercice coordonné, qui elles vont être là pour organiser vraiment les soins sur un territoire. Donc tous les professionnels de santé vont pouvoir y adhérer et ils vont avoir des contrats, des missions à assurer en contrepartie de financement. Alors, ces structures d'exercice coordonné ont des points communs. Et comme je l'ai dit, puisqu'elles sont là pour favoriser l'accès, pour réfléchir sur cet accès, il va falloir d'abord faire un état des lieux. Quels sont les besoins du territoire? Quelle va être la coordination? Dans quel but tout ça va se mettre en place? Et comment on va le faire? On revient sur les questions, hein, qui, pourquoi, comment, où. Donc il va y avoir ce diagnostic de territoire, une évaluation des besoins de coordination, une réflexion donc au vu des besoins qui vont être de dire tiens, on a constaté qu'il y avait tel manque, on va se proposer d'y répondre en mettant en place telle et telle structure, tel ou tel parcours de soins
Et tout ça, on va le faire en utilisant certains moyens, notamment informatiques, pour un meilleur partage des informations et surtout une meilleure prise en charge, là aussi, en termes de rapidité et d'adressage. Alors, les principes aussi qui régissent un petit peu tout ça, c'est que ça doit se faire à l'initiative des professionnels de santé. On le sait, la démographie est en berne, les professionnels de santé sont débordés, donc on ne peut pas leur imposer d'organiser les choses différemment. Donc tout ça doit se faire sur la base d'un volontariat. En général, ce sont souvent des infirmiers ou des médecins qui ont été à l'initiative de ces organisations. Souvent des infirmiers parce que c'était ceux qui manquaient le plus de retours d'informations de la part des médecins qui se trouvaient souvent au domicile d'un patient sans savoir quoi faire. Et donc vraiment les infirmiers ont été extrêmement moteurs dans le déploiement de ces structures. Pour ce faire, les ARS sont un soutien. D'ailleurs, ils ont assuré un financement de démarrage parce que, on le verra tout à l'heure, mais ces structures ne peuvent fonctionner sur la durée que lorsqu'il y a des financements pérennes. Comme pour tout projet, comme pour toute structuration, il faut avoir un petit peu de visibilité et de lisibilité. Et donc, le démarrage se fait par l'ARS avant que ça puisse être contractualisé avec l'assurance maladie. Je vous l'ai dit, on a des démarches qui sont autour de la patientèle, on a des démarches qui sont autour d'une population, d'un territoire, c'est la CPTS. Et puis il y a une dernière catégorie, ce sont les plateformes territoriales d'appui, alors qui elles sont des structures qui vont être là pour gérer principalement les situations complexes. Alors on donne souvent cet exemple, un médecin arrive le vendredi soir au domicile d'un patient, enfin de deux patients âgés, l'un doit être hospitalisé, l'autre se retrouve tout seul, le frigo est vide. Typiquement, ça peut être le rôle de la plateforme territoriale d'appui de s'assurer que la personne qui va rester à domicile ait une surveillance sanitaire, mais aussi sera en lien avec les services sociaux pour qu'on puisse assurer son maintien à domicile. Donc toutes ces démarches, elles vont se faire dans une cohérence, bien sûr, avec la politique de santé qui est menée sur le territoire, que ce soit par l'orientation stratégique donnée par le projet régional de santé de l'ARS, mais aussi, et bien sûr, avec les différentes structures qui sont sur le territoire, notamment les GHT, pour mettre en commun finalement les filières de prise en charge. Alors, je vais passer un petit peu rapidement là sur quelques principes. Donc, les maisons de santé, en général, ce sont une structuration qui se fait autour d'une personne morale, en général une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, donc les fameuses SISA, qui sont une évolution des associations de loi 1901. Pour pouvoir fonctionner, elles doivent faire valider leur projet de soins, leur projet de santé par l'ARS et par la CEPAM. Et comme toujours, avec notre organisation, s'il y a des subventions, c'est qu'il y a des contreparties aussi, bien sûr. Certaines sont obligatoires, d'autres sont facultatives. Alors, vous le voyez là-dessus, on parle dans les obligations, finalement, ça se base sur un contrat, donc c'est un accord cadre et un accord conventionnel interprofessionnel, donc on parle d'ACI. Cet ACI, c'est ce qui va assurer à la structure un financement sur la durée. Chaque année, il va y avoir une discussion, un dialogue conventionnel avec l'assurance maladie qui va permettre de définir ce qui est atteint, ce qui devrait être atteint, les perspectives d'évolution, et c'est vraiment sous la base d'un contrat qui lie les professionnels de santé qui exercent dans la maison de santé ou la CPTS et l'assurance maladie. Vous le voyez, j'ai noté quand même quelques socles de missions socles qui sont vraiment des impératifs. Une maison de santé ne peut être labellisée par l'ARS et l'assurance maladie, par exemple, que si elle a des horaires d'ouverture qui vont permettre d'accéder à des soins tout au long de la semaine et d'une façon suffisamment ample. L'amplitude, c'est par exemple entre 8h et 20h, mais c'est aussi d'être ouvert le samedi matin. Il faut que la coordination soit bien définie et surtout, il faut que le système d'information qui va être utilisé par les professionnels de santé soit compatible et soit surtout utilisé par l'ensemble des acteurs. Et puis, vous le voyez, il y a aussi des missions optionnelles qui vont être vraiment discutées entre
l'assurance maladie et les acteurs. Avant de passer au CPTS, donc un mot, je voulais citer la plateforme territoriale d'appui. Donc là, j'ai mis en évidence celle que je connais le mieux, celle de Cannes-Grasse-Antibes, qui est une structure qui se développe énormément parce qu'elle permet d'avoir des informations, de venir en recours des professionnels de santé qui se trouvent en difficulté face à une situation complexe. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des situations complexes liées à la prise en charge d'un patient, au maintien à domicile d'un patient, mais aussi à la réflexion de l'organisation du territoire en termes de pratiques professionnelles. On a aussi des tas de cas où, quand des professionnels de santé, médecins, ne trouvent plus de kiné ou d'infirmier pour aller à domicile d'un patient, ils sollicitent la PTA et c'est la PTA qui va jouer ce rôle de coordination. Revenons un petit peu là à notre cœur de sujet, donc peut-être celui que vous connaissez le moins, ou en tout cas dont vous avez entendu le plus parler, c'est communautés professionnelles territoriales de santé. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, CPTS, c'est une organisation, c'est une coordination des professionnels de santé d'un territoire qui vont s'organiser pour vraiment prendre en charge les patients en définissant des tas de parcours. Alors quand une CPTS se met en place, au départ, elle va définir un ou deux parcours. Mais la vocation de ces CPTS, c'est de définir suffisamment tous les parcours globalement auxquels elle pourrait être confrontée pour que la fluidité du parcours soit optimale. Bien évidemment, pour cela, il faut que l'ensemble des professionnels soient sollicités. Et on le voit, ça regroupe les professionnels de santé de premier et de second recours, les MSP, les centres de santé, les ESP, mais encore, et j'allais dire, et surtout, l'ensemble des établissements de santé, bien sûr publics, mais aussi privés, les EHPAD, puisque vraiment, le but, c'est de fluidifier l'ensemble de la prise en charge. Là, je vais passer, puisqu'on l'a déjà défini. Alors, le comment, on voit que souvent c'est un diagnostic de territoire. Alors, on accède aux différentes données de santé, on a des retours d'expérience sur les ruptures de parcours, quand tel ou tel patient se trouve en difficulté pour être pris en charge. Et là, on revient et on fait bien sûr le lien avec les maladies rares, puisque ce qu'on tend à essayer de faire avec l'intermédiaire de ces webinaires, c'est de bien montrer à quel endroit on peut adresser à l'hôpital. Là, finalement, le but, c'est de montrer aussi comment l'hôpital peut s'appuyer sur la médecine de ville pour pouvoir réadresser le patient et assurer son suivi. Ça passe forcément par des liens qui doivent être tissés tout au long des mois, des semaines et des parcours de soins. Et on le voit, et on en parlait en préambule, finalement, on y va étape par étape, marche par marche, mais plus on se connaît, plus on apprend à échanger ensemble, plus on a de possibilités et d'espoir de favoriser tout ça. Alors les CPTS, elles fluidifient le parcours, elles sécurisent aussi la prise en charge des patients parce que, on l'a vu, ces ruptures de parcours sont catastrophiques pour les patients. On le voit aussi avec la difficulté de trouver un médecin traitant qui se répand de plus en plus. Et avant que le numerus clausus qui a été augmenté porte ses fruits, on a régulièrement des patients qui nous disent que leur médecin traitant est parti à la retraite et qu'ils n'ont pas retrouvé de professionnels de santé pour les prendre en charge. C'est aussi le rôle des différentes CPTS. Donc en gros, on veut essayer de gagner du temps, on veut réduire le sentiment d'isolement des professionnels de santé, on veut attirer sur les territoires parce que c'est sûr que quand un jeune professionnel de santé voit que le territoire est plus structuré, il va avoir envie quand même de s'y installer. Et on le voit aussi finalement de se rencontrer, de discuter, de voir que les choses sont organisées. C'est un extraordinaire moyen pour lutter contre l'épuisement professionnel. Alors, je vais passer là-dessus. Sur les missions de la CPTS, c'est comme pour les maisons de santé et toutes les autres structures labellisées par l'ARS et par l'assurance maladie. Il y a aussi un accord conventionnel interprofessionnel. Alors, les missions socles sont un petit peu différentes, les missions complémentaires ou optionnelles également, mais on retrouve toujours ce socle commun qui est qu'on veut favoriser l'accès aux médecins traitants, on veut améliorer la prise en charge des soins
tout au long de l'année et quelles que soient les pathologies présentées par les patients. Et puis surtout, on veut développer tout ce qui est nouvelle technologie qui va faire gagner du temps aux professionnels de santé et en améliorant la prise en charge. Donc, c'est les systèmes informatiques, de partage de données, de téléconsultation. Je vais passer sur son point. Mission 3, ça aussi, c'est quand même intéressant parce que on sait qu'en France, la prévention, le dépistage, c'est un petit peu le parent pauvre de la santé. On est quand même sur un modèle qui est encore très curatif et forcément très coûteux. Les missions de la CPTS, c'est de proposer aussi des actions de prévention, de dépistage. Vous les voyez parfois passer pendant les semaines ou les mois nationaux, octobre rose, etc. Les CPTS sont souvent sur le terrain pour vraiment montrer, organiser des sessions de dépistage qui finissent par permettre là aussi à ce que la population s'imprègne de cette démarche de prévention. Alors, sur là aussi l'amélioration, la qualité, l'efficience des prises en charge, toutes ces structures sont évaluées en permanence, ce qui veut dire qu'il y a un retour d'information, un partage d'expérience. Nous avons animé sur la région un club des CPTS qui permet aussi au sein de la CPTS d'organiser un petit peu des concertations, mais surtout aussi en inter-CPTS de réfléchir à la façon dont les uns ou les autres ont mené des actions pour qu'ils puissent s'imprégner et bénéficier de ces exercices. Alors, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus, pareil, parce que j'en ai déjà parlé. Alors, là aussi, un petit mot pour le savoir, parce que des fois, on a eu l'impression que les CPTS étaient extrêmement riches, extrêmement subventionnés. Si on écoute selon la police ou les manifestants, le regard va être très très différent, mais globalement les CPTS se mettent en place avec des fonds de démarrage et il faut voir quand même qu'une CPTS de petite taille va regrouper à peu près une centaine ou environ 200 professionnels de santé, puisqu'on retrouve tous les professionnels de santé du territoire. Ça nécessite des réunions, ça nécessite de la coordination. Donc finalement, les budgets d'initiation pour faire les diagnostics de territoire ne sont quand même vraiment pas d'une grande largesse. Et puis après, ces fonds vont être pérennisés via l'accord conventionnel interprofessionnel. Et vous voyez que ça fonctionne en fonction de la taille de la CPTS. Entre moins de 40 000 habitants ou de plus de 300 000 habitants, des forfaits vont être octroyés et être différents. Une dernière petite diapo pour vous montrer aujourd'hui le maillage que l'on a en PACA. Vous voyez qu'il reste uniquement quelques petites taches blanches donc dans les zones un peu reculées. Tout le reste, et notamment le littoral, est quand même très bien couvert par les CPTS. Vous voyez aussi tous les petits points, les points qui sont là, ce sont les maisons de santé qui ont été ouvertes ou qui sont en cours d'ouverture, en sachant que des fois les CPTS se mettent en place autour d'une maison de santé et à l'inverse, des fois c'est une maison de santé qui s'implante dans une CPTS parce que ça fait un point d'accroche et un point d'entrée dans l'exercice coordonné du territoire. Donc globalement, tout le territoire de PACA est quasiment maillé. Donc c'est autant d'interlocuteurs pour l'hôpital, pour pouvoir travailler en bonne intelligence, afin vraiment de fluidifier le parcours et de mieux prendre en charge le patient. Je redis toujours, mais c'est vraiment l'essentiel du sujet. Et puis, pour terminer, vous voyez que l'URPS a embauché 5 chargés de mission qui ont été là pour déployer justement ces exercices coordonnés. Donc, vous pouvez les joindre. Alors, pour les Alpes-Maritimes, c'est Madame Bresson, notamment. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces coordonnées. Mais si vous voulez avoir la liste des CPTS ou avoir les interlocuteurs des différentes CPTS, vous pouvez retrouver les informations aussi bien sur le site de l'URPS. Il y a un onglet dédié sur les CPTS de PACA. Et bien évidemment, par l'intermédiaire de Sabia ou de Véronique, vous pouvez avoir mon contact sans aucun problème. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre dispo s'il y a des questions.
Alors, merci infiniment pour cet overview très, très clair, hein, parce que alors, je dois vous avouer que quand on travaille à l'hôpital et qu'on on n'a pas vraiment travaillé dans le périmètre de la ville, hormis quelques remplacements il y a très longtemps, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis moi, j'ai des questions, mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant, on laisse. Pas de questions? Alors, Mm. je vais peut-être commencer. Je quel est donc dans le cadre du CPTS, ça coordonne donc, la politique de santé dans un territoire, hein. On est vraiment sur le territoire en général. Comment, est-ce que, ça s'articule avec, par exemple, les DAC, les dispositifs, d'appui à la coordination, pour les parcours complexes? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, dans votre coordination, est-ce qu'il y a dans tous les parcours de soins que vous évoquez, des spécialisations, c'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve, c'est clair, pour n'importe quel médecin traitant, il n'y a plus de médecin traitant, c'est une catastrophe, mais les soins palliatifs, il y a des particularités. Donc, voilà, mes deux questions, c'est quels sont les liens avec les DAC et après, comment est-ce que vous avez des spécificités et est-ce que les différentes CPTS sur le territoire ont des spécificités en termes de thématiques? Tout à fait. Alors en fait, le DAC, c'est la PTA, c'est-à-dire que le D'accord, dispositif d'appui à la coordination, c'est la plateforme territoriale d'appui, c'est donc la c'est la même même chose, chose, d'accord. C'est en sachant qu'une plateforme territoriale d'appui ou un DAC va coordonner à l'échelle d'un territoire en général plus vaste que celui de la CPTS. Par exemple, le DAC, hein, Cap Azur, coordonne et supervise les CPTS d'Antibes, de Cannes, du Canet, de Mandelieu, de Montsartou et de Grasse et de Valbonne. Donc c'est vraiment une vision beaucoup plus large. Il y a 3 plateformes territoriales d'appui, 3 DAC dans les Alpes-Maritimes, alors qu'on est à peu près à une quinzaine de CPTS. Pour la coordination, on a donc les CPTS par territoire. Dans les Alpes-Maritimes, on en a une quinzaine. Et on a créé aussi une inter-CPTS, alors qui n'a pas de formalisme particulier, si ce n'est que c'est un échange, c'est un lieu d'échange entre les CPTS pour effectivement partager les parcours. Je reprends l'exemple du soin palliatif. Ce n'est pas une mission socle, mais effectivement, toutes les CPTS travaillent avec les soins palliatifs de leur territoire. Donc c'est des missions optionnelles et on a mis en place des parcours pour dire, ben voilà, alors je reprends l'exemple de celui que je connais bien sur Montsartou, donc notre CPTS couvre Montsartou, Mougins, La Roquette, c'est une petite CPTS qui se retrouve entre celle de Cannes et de Grasse, mais on travaille avec les soins palliatifs d'Antibes pour mettre en place un suivi, une meilleure prise en charge aussi de ces filières. Et c'est ce que je disais au tout début, on commence souvent par le parcours du patient diabétique. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple, c'est celui qui est le mieux défini par toutes les recommandations, par tous les référentiels, mais qui en pratique n'est pas bien mis en place. On sait que voilà, pour les patients diabétiques, il faudra avoir la consultation ophtalmo, le podologue, le vasculaire, le cardio, et puis on se rend compte que c'est pas fait, ou en tout cas c'est pas fait régulièrement. Mais l'idée, c'est bien d'arriver sur chacune des pathologies à avoir ce même type de référentiel qui va nous permettre de dire, ben voilà, ce patient, il a tel diagnostic, et bien il va être pris en charge de telle ou telle manière sur le territoire, parce que les professionnels de santé vont être bien identifiés et vont prendre en charge ces patients de façon, je vais dire, presque préférentielle, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir tout de suite rééchanger. Donc, on reprend le diabète, hein, mais moi je travaille avec le cardiologue, avec l'endocrino, on s'échange les messages, on a le suivi du patient, et on gagne énormément de temps. Donc l'idée, c'est bien de développer les parcours de cette manière-là. Super, parce que nous, on a comme projet, hein, de développer un parcours maladie rare pédiatrique, parce que la Oui. pédiatrie, en plus, c'est très particulier. Donc, on a beaucoup de choses à discuter et à faire pour Voilà. la suite. Alors quand on sera sur des thématiques, j'allais dire pointues comme celle-là, je pense que ça se discutera peut-être avec le niveau inter-CPTS, pour que justement toutes les CPTS puissent y avoir accès, en sachant que comme ça concernera quand même, et je l'espère, moins de patients, finalement ça soit développé et mis en commun. Parfait. Il n'y a pas de questions dans le chat. Donc,
Si vous avez des questions, vous pouvez, prendre, la parole. Moi, j'avais une question juste, aussi par rapport à déjà, je voulais savoir pour CPTS, je ne savais pas encore si elle était vraiment effective ou il restait encore, c'était subsistait des zones d'ombre par rapport à ça. Est-ce qu'elle est Non, déjà non, en non, non. action? C'est Oui, bon? oui, elle est déjà en action. Elle travaille, d'ailleurs, c'est elle qui a été l'interlocuteur pour la mise en place aussi du service d'accès aux soins, hein, le SAS, qui est cette régulation des appels et de gestion des soins non programmés. Donc, oui, oui, elle est opérationnelle. D'accord. Juste aussi par rapport, alors ce que je n'ai pas compris en fait comment on pourrait solliciter les CPTS et si jamais une CPTS, n'a pas dans son projet de santé, une thématique sur laquelle on voudrait la solliciter, est-ce que quand même on pourrait la solliciter? Et est-ce qu'elle pourrait nous répondre dans ce sens-là vu, ce que vous venez de montrer par rapport au budget, et cetera et Oui, oui. autres, problématiques? Alors tout est possible, dans le sens où, pour solliciter l'inter-CPTS, donc, vous pouvez avoir aussi, hein, en contactant l'URPS, les coordonnées de de chacune des CPTS. Après, spécifiquement pour les Alpes-Maritimes, je peux vous fournir la liste, hein, des interlocuteurs ou en tout cas des coordonnateurs de chacune des CPTS avec qui il peut être intéressant, de travailler si vous avez un patient qui doit être suivi en ville et pour lequel vous savez qu'il n'y a pas de médecin traitant ou qu'il n'y a pas d'équipe structurée autour de lui. Vous pouvez prendre contact avec la CPTS et c'est la CPTS qui mettra en place la prise en charge et qui retrouvera les professionnels de santé dont on a besoin. S'il y a des projets, alors on a évoqué, hein, la prise en charge de cancer pédiatrique, je pense que ça, il faut qu'on le travaille donc en inter-CPTS, donc avec les coordonnateurs de certaines CPTS qui pourraient être intéressés. Peut-être d'abord dans les grosses CPTS, on en a une dans le centre de Nice, une à Cannes par exemple, qui sont des CPTS, hein, de taille 3 ou de taille 4 qui couvrent un territoire vraiment très important. Et là, c'est pareil, on l'évaluera un petit peu et on mettra en place, comme pour les autres sujets, une personne qui est un petit peu référente, un appel à candidats, à volontaires qui sont intéressés par travailler sur le sujet. Et puis après, on définit, comme on l'a présenté dans tous les autres webinaires, l'adresse mail pour qu'on puisse adresser le patient à l'hôpital. Et bien là, l'adresse mail du coordonnateur. Et si vous avez un patient qui est atteint de cancer pédiatrique et qui a la chance de pouvoir retourner en ville, mais qui a besoin, je ne sais pas, de kiné, d'infirmiers, etc., c'est la CPTS qui peut mettre en place le programme de prise en charge du patient. Et dans quel cadre on sollicite l'URPS? Donc c'est juste une Alors, l'URPS a mis en place et a contribué largement à mettre en place les CPTS. Donc, à la limite, maintenant que le territoire est maillé, j'allais dire, c'est plus la CPTS qui va être vraiment le lien direct. Mais s'il y a une réflexion, et notamment puisque les maladies rares et les centres de référence peuvent être des centres de référence plus larges que le simple territoire, entre guillemets, des Alpes-Maritimes, là, je pense que ça peut être intéressant de solliciter l'URPS pour qu'on fasse aussi le lien sur l'ensemble des CPTS du territoire qui vont pouvoir être couverts, par exemple, par le CHU de Nice ou l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et une fois de plus, pour qu'il y ait cette coordination et cet échelon régional ou ce chapeau régional au-dessus des CPTS. j'ai une personne qui est en train de rédiger. C'est bien. Alors, vous arrivez à lire le Alors, j'ai vu passer au réseau Cocon, c'est ça. ouais, c'est Euh, ça. Oui, en fait, on revient toujours sur un exercice coordonné qui assure la bonne prise en charge du patient, j'allais dire la bonne prise en charge du patient au bon moment. Alors qu'on s'adresse spécifiquement à une catégorie de patients, et donc ça c'est le réseau Cocon, finalement, je cherche, oui, Terre d'Aspre. Terre d'Aspre, c'est le réseau de soins palliatifs qui a été mis en place sur l'hôpital d'Antibes notamment, et c'est un réseau qui intervient en ville. Je pense, comme le réseau Cocon, toutes les CPTS peuvent faire appel au réseau Cocon pour intégrer ce service au sein des missions qu'elles peuvent avoir au service de leurs patients.
Donc, quand il y a des réseaux qui sont déjà constitués, bah, il n'est pas question de reconstruire la même chose. On se sert justement de l'existant. Et c'est bien ce que je citais tout à l'heure, hein, c'est que les CPTS ne sont pas là pour recréer j'allais dire un parcours, mais juste mettre en place le parcours avec tous les acteurs qui sont concernés. Et dans les acteurs, ça peut être un réseau déjà structuré, ça peut être un hôpital, ça peut être un EHPAD, ça peut être une structure d'accueil transitoire. Tous les acteurs sont impliqués et sont invités à participer à la vie de la CPTS sur le territoire. Est-ce que ça répond Voilà, très bien. Je vais encore poser une question. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. C'est très bien, c'est très bien. J'ai fait juste une question parce que c'est très compliqué. C'est vrai que nous, de notre côté, au niveau de l'hôpital, c'est un peu difficile un peu de comprendre un peu toutes ces structures qui sont en ville. Et par exemple, quand on souhaite mettre en place un projet sur des parcours complexes, etc., avant, il n'y avait pas cette question d'inter-CPTS, par exemple, mais là, maintenant, avec l'inter-CPTS qui s'est mis en place, comment, réfléchir à ce que ce soit plus judicieux, à ce qu'il est plus judicieux de contacter des DAC, contacter l'inter-CPTS? Enfin, je veux Alors, dire, j'avoue que là, c'est un peu, difficile pour, moi, de mon côté, par exemple, de comprendre un peu. alors en fait, les deux sont possibles. C'est-à-dire que si c'est à viser d'un territoire suffisamment large et que ça correspond vraiment à une mission complexe, là, le DAC peut être tout à fait intéressant. Si on est sur un échelon plus localisé du territoire, c'est-à-dire que si on veut travailler vraiment sur la prise en charge de telle pathologie à tel endroit, je pense que là, c'est plus simple de contacter la CPTS. Mais on travaille tous. En Alors, commun. voilà, j'ai été président du DAC à son lancement pour que ça se mette en place. Quand ça s'est structuré, j'ai passé la main. Mais le DAC continue à travailler en permanence avec la CPTS. Et donc les CPTS qui appartiennent au même DAC, finalement, participent aussi, discutent, sont souvent membres du conseil d'administration. Je serais tenté de dire, c'est un petit peu comme les différents pavillons ou les différents hôpitaux du CHU. Chacun a sa spécificité. Certains travaillent un peu plus sur tel ou tel domaine, mais ils se retrouvent au sein d'une entité qui s'appelle le CHU et le CHU au sein du GHT et ainsi de suite. Donc le DAC ou les CPTS ou la maison de santé, c'est un petit peu voilà, des réflexions qui se font différemment. C'est pour ça que je citais que la mise en place des maisons de santé se fait autour d'une patientèle, la CPTS autour d'un territoire. Mais si on veut être efficace sur un territoire, il faut bien qu'on inclue l'ensemble des MSP qui sont prêtes à prendre en charge et l'ensemble des acteurs qui ont leur propre file active de patients à l'intérieur. Donc D'accord. je crois qu'il ne faut pas se poser la question. Si besoin, je vous donnerai la liste des coordonnées. Et puis, on est tous très occupés. On a des sujets qui nous préoccupent parce qu'on a fait dans nos diagnostics de territoire des sujets qui sont plus importants que d'autres. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler en inter-CPTS pour ne pas retravailler la même thématique et perdre du temps, entre guillemets, sur la même thématique. Si quelqu'un a établi, je reparlais par exemple les soins palliatifs, parce que c'était un bon exemple, la CPTS d'Antibes va forcément travailler très en avant là-dessus. Ben, nous, on récupère le fruit de la structuration et de la réflexion qui a été faite et ça nous donne des numéros de téléphone, ça nous donne des prises en charge qui sont beaucoup plus simples. Donc là, c'est exactement la même idée. J'ai fini avec mes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Non, mais je crois qu'on a dépassé le temps. Donc, encore une fois, merci beaucoup, hein. Il faut qu'on apprenne de plus en plus. Je pense que dans le domaine des maladies rares, mais dans le domaine enfin, dans beaucoup d'autres domaines, mais dans le cadre des maladies rares, donc nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer justement de construire un petit peu un parcours un peu spécifique en s'inspirant d'autres parcours et puis donc de voir avec vous, hein, les DAC, comment est-ce qu'on pourra, parce qu'en fait, c'est une espèce de puzzle, il manque des pièces partout, il manque voilà, puis surtout, il manque des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il manque des intervenants locaux, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de monde. Donc, mais bon, je crois que c'est un très bon exemple. Merci, hein, ça a beaucoup clarifié les choses. Je vais garder, moi, le diaporama très précieusement. Et puis, on va revenir vers vous donc, pour le projet de parcours de maladies rares pédiatriques qu'on voudrait mettre en place au niveau de résilience. Merci encore.
Avec très très grand plaisir et à très bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir à Au tous. revoir. Merci. Au Merci revoir. Sabine.